Retour à une semaine dans le monde avec aujourd'hui pour commenter à mes côtés l'actualité Sarah Daniel, grand reporter au Nouvel Observateur, Isis Ascoberetta, chargé de projet à Cartooning for Peace, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine et Marc Semo, journaliste au Monde. La Turquie est-elle un État totalitaire? On en débattait justement entre nous pendant la pause, on va en reparler. Sarah Daniel, vous disiez aujourd'hui il y a une volonté d'effacer toutes les références au kémalisme. Moi je pense qu'il y a une volonté en effet de durcissement et d'affirmation d'un certain islamisme. On le voit dans les manuels scolaires où tout d'un coup le djihad est enseigné. Alors ça n'est pas le djihad combattant, mais c'est un espèce de djihad patriotique. Et puis aussi l'abolition du darwinisme. Et voilà. Et donc on voit en effet qu'il y a une suppression. Alors je ne suis pas d'accord avec mon confrère, mais je pense que le régime n'est peut-être pas arrivé au niveau totalitaire des autres anciennes dictatures arabes, mais qu'il y a eu un durcissement qui est quand même très très préoccupant. Je pense qu'il y a une bataille. Il y a une bataille pour le cœur et ce que ça veut dire d'être la Turquie aujourd'hui. C'est-à-dire l'AKP, et en tous les cas la partie erdoganiste de l'AKP, a décidé de transformer cette république laïque kémaliste en quelque chose de différent, à forte tonalité islamiste ou musulmane, de redevenir une espèce de puissance ottomanesque, orientale, de se détourner de l'Europe, de revoir peut-être ses engagements même par rapport à l'OTAN, de regarder vers la Russie, vers des orients différents. Donc tout ça, ça existe. Et comme le disait aussi Marc, il y a une autre Turquie, qui est celle des grandes villes, qui a voté massivement dans le référendum contre Erdogan, qui, elle, est une Turquie, j'allais dire, europhile, ouverte vers l'Occident, qui cherche au contraire à accélérer le mouvement démocratique, etc. Tout ça est regardé avec beaucoup d'intérêt dans cette partie du monde, parce que pendant très longtemps, on nous avait quand même vendu la théorie d'un AKP démocrate. On nous a vendu la théorie de la démocratie islamiste, et que de ça devait fonctionner, et que la fusion devait opérer. Et on regarde ça, encore une fois, du monde arabe et du monde oriental, en se disant ça ne marche pas. Et donc, il y a forcément dans la tête des gens cette idée qu'il y a un réflexe forcément autoritaire dans l'islamisme contemporain, qu'il soit modéré ou pas modéré, d'imposer les règles, d'imposer les normes, etc. Et ce qu'on ne dit pas aussi, tu l'as laissé un petit peu entendre, c'est qu'il y a aussi une bagarre féroce dans l'islamisme turc. Ça, on le dit jamais, mais Gülen et Erdogan, c'était des potes. Ils ont pris pratiquement le pouvoir ensemble. Donc, c'était pour des questions de fric et de pouvoir pur. C'est pas idéologique. Non, mais il y a un élément. Il y a un fond quand même à l'intérieur de ça qui manque. Attendez, on va juste laisser. Et le troisième point, moi, je pense que tout ça se résoudra d'une certaine manière, parce qu'à un moment, comme toutes les tentations autoritaires, elles se heurtent à des murs. Et un des murs qui va faire mal en Turquie, c'est le mur de l'économie et du business. Moi, je pense que quand les troupes de l'AKP, et en particulier cette Anatolie qui est sortie pratiquement du Moyen-Âge en 15 ans, qui a été transformée, qui a été réellement transformée par Erdogan. Quand ces gens vont voir que leurs revenus baissent, que le tourisme s'est effondré, que les investissements extérieurs diminuent, que le poids, la valeur de la livre turque a perdu je ne sais pas combien, etc., ces gens vont se dire on va tout perdre. Je pense que ça sera plus déterminant dans l'évolution du paysage politique turc que la discussion. Parce que l'autoritarisme est baqué par une armée qui a été totalement épurée, par une police qui a été épurée. Je ne sais pas comment les juges d'aujourd'hui ont eu le courage de libérer les 7 ou les 6 ou les 8 journalistes de Cumhuriyet. La justice a été... la justice a été... Oui, alors ça peut être une consigne pour donner du mou, mais il n'y a plus de justice indépendante. Justice indépendante, c'est évident. Mais il y a des juges, un tiers des juges ont été virés, y compris parce que beaucoup d'entre eux étaient réellement des gulenistes, mais effectivement les nouveaux sont totalement à la botte. Mais ce qu'il y a dans le panorama que tu dis, qui est juste, il manque un élément, qui est cet élément du nationalisme, et qui est peut-être le plus préoccupant, parce que plus qu'une dérive islamiste, même s'il y a ce côté conservateur, bigot, effectivement, qu'on supprime le darwinisme, etc., il y a cette dimension nationaliste. Et justement, à un moment où l'économie commence à aller mal, où les élections de 2019 à la présidentielle, parce que c'est un scrutin comme en France, donc... suffrage universel direct. Suffrage universel direct. Il avait gagné en 2014 dès le premier tour. Là, s'il y a un ballottage, on peut imaginer très bien une coagulation. Le référendum constitutionnel était déjà un référendum. Jusqu'ici, les élections en Turquie n'avaient jamais été truandées. Et là, il a truandé pour la première fois. C'est pas dit qu'il y arrive après de nouveau. Donc, dans ce panorama-là, le grand risque, c'est effectivement
plus encore que l'autoritarisme, ou au moins autant, c'est la fuite en avant nationaliste. C'est-à-dire d'une Turquie qui devient totalement un pays du Moyen-Orient, avec un espèce de mélange d'islamisme et de baasisme à la place du kémalisme, parce qu'en même temps, on garde Mustafa Kemal, ses portraits sont toujours partout, ses statues sont toujours partout, comme emblème du nationalisme. Erdogan se pose comme le nouveau Mustafa Kemal, de la même manière que Mustafa Kemal avait mené la guerre d'indépendance après au moment de l'effondrement de l'Empire. Lui, il est celui qui a affronté l'armée pour la seconde guerre d'indépendance. Mais il y a quand même une question, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais est-ce qu'on peut considérer que la Turquie reste un allié militaire acceptable? On vient de voir là qu'ils ont donné les positions des Américains et des Français, tout ça parce qu'ils regrettent. En Syrie. Oui, c'est ça, qu'ils aident les alliés du PKK. Les Kurdes, oui. Et les Kurdes. Sauf que là-dessus, les Turcs peuvent renverser le raisonnement en disant mais nous, on est face à un PKK qui est une organisation reconnue comme terroriste, Absolument. y compris par l'Union européenne et les États-Unis, et les Américains les arment. Oui. Donc, dans cette histoire, je ne dis pas que les Turcs ont raison, Non, mais disons, il y a un problème stratégique. En tout cas, c'est ça le raisonnement. Oui. Voilà, il y a un problème stratégique aujourd'hui pour l'OTAN. Je suis en train de dire que là, le grand écart de notre alliance avec eux est de plus en plus important. De toute façon, on peut essayer de résumer la discussion en disant que ça soit un pays qui se désoccidentalise en partie ou qui se tourne différemment, pourquoi pas? Je veux dire, on est, nous, pour leur dire de comment être, etc. Mais on est tous d'accord qu'il y a un certain nombre de règles qui qualifient une démocratie, au moins une démocratie en construction. Il y a un certain nombre de règles qui qualifient l'autoritarisme ou l'ouverture, et que pour le moment, tout ce qu'on voit depuis un an, c'était déjà embringué avant, mais le coup d'État, c'est quand même une main de fer sur la Turquie. Et donc ça, c'est clair, ça change. Et puis pour des questions migratoires, en effet, on ne peut pas être aussi... on ne peut pas les condamner avec la fermeté qu'on aimerait. Cela dit, l'Allemagne ne se gêne pas ces derniers jours, ce qui prouve qu'on peut quand même y arriver, même quand on a ces enjeux. Isis Askobereta, on en parle évidemment, et d'autant plus que, bon, là, ça concerne effectivement un procès avec des journalistes, et il y a également un caricaturiste qui a d'ailleurs été placé, donc remis en liberté conditionnelle. Oui, alors on a suivi depuis 9 mois quand il a été arrêté avec les autres journalistes de Cumhuriyet, Moussa Kart, voilà l'alerte. Donc on a reçu beaucoup de dessins, des soutiens. Et avant de vous montrer les dessins, je voulais justement vous lire un court extrait de la déclaration qu'il a lu le lundi, quand c'était la journée de l'ouverture de son procès. Donc il disait que la première audience de ces procès, qui est suivie avec intérêt par le monde entier, soit le premier miracle d'une nouvelle ère qui verra notre foi en la loi et en la justice s'épanouir. Je ne le souhaite pas uniquement pour moi et pour mes collègues, je le souhaite pour mon pays. Voilà, je commence par ces premiers dessins de Semih Poroy, qui est un dessinateur turc. Et voilà, il a dessiné 11 de 17 journalistes qui étaient emprisonnés. Et donc, vous les voyez là, vous voyez Moussa Kart, justement, qui est sur ces dessins. Et cet autre dessin des Coste, dessinateur belge. Voilà, un des dessins des soutiens qu'on a reçus, c'est ces portraits de Moussa Kart, dans lesquels il demande la libération du dessinateur. Cet autre dessin qui vient du Mexique, d'Antonio Rodriguez. Donc, vous voyez les poings levés avec le gant de boxe, parce qu'on sait que le combat commence justement maintenant, parce qu'il y a le procès qui vient justement de commencer. Et cet autre dessin d'Ivailo Tsvetkov, dessinateur bulgare. Alors, vous avez vu Erdogan, un rhinocéros avec le journal Cumhuriyet dans sa bouche, et le nom du dessinateur Moussa Kart. Et aussi un petit rappel pourquoi les rhinocéros, si vous vous rappelez la pièce de théâtre de Ionesco, justement, Rhinocéros, dans laquelle on parle du totalitarisme et surtout de l'union de la société, justement, pour lutter contre le pouvoir. Et cet autre dessin des Kenyans qui a été fait par Gado. Donc, vous voyez, on reconnaît bien sûr la moitié du visage d'Erdogan, qui lui, il tient en guise des médailles tous ces journalistes qui sont emprisonnés. Et cet autre dessin des Kishka, dessinateur israélien. Alors, vous avez reconnu à côté des Erdogan et Staline, ce qui nous rappelle justement les procès staliniens des années 36-38, dans lesquels voilà, il avait purgé aussi tous les rivaux. Et voilà, cette guillotine qui est prête de couper justement le Cumhuriyet. Mais bon, on espère que justement, en suivant les procès,
on a appris la bonne nouvelle pour Moussa Card et on espère que pour ses collègues aussi. Mais oui, enfin, en tout cas, 7 d'entre eux, au moins plus, semble-t-il, restent donc en préventif pour l'instant. L'histoire retiendra-t-elle qu'après avoir fait chuter Kadhafi et précipiter le pays dans le chaos, la France a finalement ramené la paix en Libye? On en est très très loin pour le moment, mais cette semaine, on a entrevu un début d'espoir. Après 6 années d'anarchie et de violence clanique, la rencontre entre les deux hommes forts, serait-on tenté de dire, ceux en tout cas qui ont réussi à émerger de ce champ de ruines et qui s'opposaient jusqu'à mardi, ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'accord de Paris. D'un côté, Khalifa Haftar, chef d'une force, l'armée nationale libyenne, qui peut se targuer d'avoir repris Benghazi, la grande ville de l'Est qui tient la Cyrénaïque et les ressources du croissant pétrolier. De l'autre, Fayez al-Sarraj, Premier ministre reconnu par la communauté internationale, mais contesté chez lui, fragilisé jusqu'à ce que ses troupes ne finissent par chasser les djihadistes de Daesh de la ville de Sirte, dont ils avaient fait leur sanctuaire en Libye. Ces deux hommes donc étaient en conflit de légitimité. Écoutez ce qu'ils disaient l'un de l'autre devant les caméras de France 24. C'était cette semaine, juste après la signature de l'accord. La rencontre était très positive malgré quelques divergences. Nous partageons la même vision sur la priorité d'un consensus politique qui est le seul cadre qui réunit tout le processus politique. Nous avons parlé de l'urgence de préparer un meilleur environnement pour les élections, d'unifier les institutions et bien sûr du fait que les élections soient la seule solution. J'ai vu un homme sérieux, ambitieux, et j'aime bien ce genre d'hommes qui ont la détermination de mettre en œuvre ce qu'ils disent. Je suis confiant que cet homme sera du bon côté. Non, il parle effectivement bien l'un de l'autre. Ce sont les propos que chacun évoque. Voilà. En tout cas, pour évoquer l'autre personnage, Dieu sait pourtant si jusqu'à ce moment il ne s'aimait pas trop. C'est le début de quelque chose. Ziad Limam, l'espoir est permis après cette réunion? On a eu un pré-débat avec Marc avant de rentrer, donc je laisserai Marc faire la version comment dire, off, ou la version plus pessimiste. Non, moi je pense que je ne sais pas si c'est très sérieux et je ne sais pas si c'est très opérationnel, mais compte tenu de l'état du dossier libyen, compte tenu de l'urgence de recréer un vague dialogue ou un début de dialogue entre les parties en présence, compte tenu de la nécessité pour la région de retrouver une Libye relativement stable, sachant que ça va prendre encore un certain temps pour arriver à quelque chose de durable, je ne suis pas contre. Et même si l'opération française est peut-être un petit peu cosmétique ou en tous les cas un peu rapide, ça permet néanmoins un canal de discussion de s'être ouvert et peut-être qu'entre eux, il y a des possibilités qui ne seront pas purement le résultat de la diplomatie globale et internationale. Bon, après, il faut savoir qu'il y en a un qui est en position de force, c'est le général, qui a repris, qui contrôle totalement sa région, qui est soutenu aussi par des intérêts très puissants au Moyen-Orient, par l'Égypte, par les Émirats, etc. Et quelqu'un d'autre qui est certes dans la légitimité internationale pour le peu que ça veuille dire, mais qui n'a pratiquement aucun moyen, qui est très contesté à l'intérieur même de son périmètre géographique. Et donc, c'est effectivement très difficile. Mais encore une fois, je pense que pour les 3/4 du monde qui entoure la Libye, je pense à des pays comme la Tunisie, je pense à des pays du Sahel, je pense à tout ce croissant qui est là, l'urgence de l'urgence, c'est une stabilisation, et je pense même à l'Europe. C'est en effet une vision très très optimiste des choses, parce que c'est très bien qu'ils se parlent, mais enfin, c'est pas la première fois. On peut penser que c'est quand même assez cosmétique. Et dans votre présentation, vous avez présenté comme les deux hommes forts de la Libye. En fait, il y a un homme fort qui est le général Haftar. Si vous regardez la carte, c'est d'une manière vraiment... c'est lui qui contrôle pratiquement tout le pays. Et puis, il y a le Sarraj, qui est un peu la marionnette du gouvernement, enfin de l'ONU. Voilà. Et après, si vous voulez, on voit bien ce qu'il y a derrière. On voit bien la volonté affichée par Macron de commencer à installer ces hotspots pour un peu retenir toute cette immigration. Maintenant, dans quelles conditions sécuritaires ça va pouvoir se faire? Parce que même à l'intérieur des périmètres délimités, ils ne maîtrisent absolument pas la sécurité de leur pays. Donc moi, je suis assez pessimiste, en fait. Le problème, alors effectivement, il faut tenter tout pour mettre fin au chaos libyen. Mais dans cette opération, il y a
Ils ont deux problèmes. Le premier, alors c'est effectivement une bonne idée. Pour la première fois, Haftar était reçu par un dirigeant occidental. Jusqu'ici, Haftar était un général quand même assez douteux, tenu à la marge. Bon, là, il reçoit cette légitimité. Reconnu par les Russes quand même, non? Vaguement, oui. Par les Émiratis, par l'Égypte. Et là, il était reconnu, il est reçu par un dirigeant occidental. Et donc ça, c'est quelque chose de fort, donc on le légitime. Lui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a accepté cette déclaration commune, qui a été agréée, mais pas signée. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Le problème, d'abord, c'est pourquoi, et là, ça inquiète un peu sur la méthode Macron, qui nous fait là-dessus peut-être quelque chose qui rappelle un peu la méthode Sarkozy avec le moi-je et moi je fais tout. Pourquoi il ne le fait pas dans le cadre avec les Italiens, qui sont les premiers concernés, les Britanniques, qui ont des troupes au sol, enfin, discrètement, au niveau des forces spéciales, dans un cadre européen, parce que c'est un problème qui concerne toute l'Europe, et il s'agit effectivement d'arriver à un processus de stabilisation. La France a peut-être quelque chose à se faire pardonner? Mais la France a peut-être ça, mais en tout cas, c'était, disons, même symboliquement, même si on le faisait à la Selle Saint-Cloud, bien d'associer les autres. C'est la première des choses. On lui a posé la question, Emmanuel Macron, il a répondu un peu agacé. Il a répondu un peu agacé. Voilà. Le deuxième problème, c'est effectivement le fond du discours, c'est-à-dire, bon voilà, on met en selle de plus en plus le général Haftar, on lui donne une légitimité qu'il n'avait pas jusqu'ici, on crée ces élections présidentielles qui laissent quand même tous les spécialistes sceptiques compte tenu de l'état du pays. Voilà, au printemps. Que Haftar est à peu près sûr de gagner et que vraisemblablement il sera en mesure de gagner. Et voilà, le malheureux Premier ministre Sarraj va de plus en plus être... Voilà, ce qu'on a vu à Paris, en fait, c'est la consécration du pouvoir d'Haftar. Ouais, c'est un peu son intronisation. Et voilà, est-ce que c'est pas un peu dangereux de se mettre entièrement... Je veux dire, l'Occident reconnaît qu'il s'est trompé. L'Occident reconnaît qu'il s'est trompé sur Haftar et donc sur Sarraj. De Jean-Marc Ayrault qui portait Sarraj à bout de bras, c'est un revirement... complet. Non, mais encore une fois, la réalité du terrain s'impose et l'exigence, l'urgence de stabilité à la fois pour l'Europe et pour les pays enfin toute la bande sahélo-sahélienne et la Tunisie et les autres, Sarraj, X, Y, whatever. C'est pas Sarraj, c'est Haftar. C'est un scénario, c'est un scénario à l'égyptienne. On veut un général Sissi à la tête de la Libye. Enfin, je ne sais pas si c'est les mêmes exactement, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cette urgence se surimpose ou écrase un peu tous les débats. Quelqu'un, en gros, qui tienne le pays, qui contrôle à peu près, qui fasse la chasse aux djihadistes. C'est ça, en gros. Voilà. Bon, après, sans pessimisme excessif, c'est pas gagné. Oui. Parce que, encore une fois, la Libye telle qu'elle est aujourd'hui, elle est quand même grosso modo 3 pays. Rien ne prouve que les Tripolitains accepteront avec le sourire l'arrivée du général Haftar à Tripoli. Rien ne prouve que tous ces mondes du sud libyen qui sont devenus immensément riches dans les trafics divers et variés de migrants, d'armes, de trucs possibles et imaginables, se laisseront faire, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est pour ça que là où je reviens avec vous, c'est que même si on est tous d'accord dans la région pour se dire il nous faut un boss, ça ne peut être que le résultat d'un processus libyen très long de réconciliation progressive, d'accord sur des points très précis, parce que c'est extrêmement fragilisé. Un mot. Non, terminé. On va faire les dessins comme ça va pouvoir nous permettre de passer à notre dernier thème. C'est toujours sportif. On y va, Isis. C'est la dernière du mois de juillet. Donc voilà. Alors j'ai un premier dessin d'Hassam Blebel, dessinateur libanais. Alors lui, il a mis en scène le président Emmanuel Macron qui essaie de réunir ses deux rivaux, Sarraj et Haftar. Macron. Pardon ? Il n'est pas très ressemblant, Macron. Il n'est pas évident à caricaturer. Ils ne l'ont pas encore trouvé bien. Ils les cherchent. Et donc on voit les deux rivaux qui sont un peu hésitants au début à se rencontrer, mais finalement, voilà cet autre dessin d'Emad Hajjaj, dessinateur jordanien. Alors voilà, lui, il a fait le portrait du général Haftar et vous voyez un petit jeu de mots en anglais, Haftar, moitié goudron, qui nous rappelle justement l'importance qu'il a dans toutes ces sons pétrolières, donc le croissant pétrolier justement qui devient des cornes sur son portrait, à savoir si peut-être il sera le futur général président, comme on vous disait tout à l'heure, s'il y a des élections l'année prochaine. Et justement parce qu'on parlait de la situation des migrants qui partent des côtes libyennes et des déclarations du président Macron. C'est dessin de Gatis Luka, dessinateur de la Lettonie. Et donc, vous voyez, il n'y a pas seulement les flux des migrants qui viennent de Turquie, mais aussi de la Libye, et comme on disait, tous vers l'Europe. Et la décision de Macron de ne pas avoir inclus l'Italie pour cette première rencontre.
Merci Isis. Gros plan pour finir sur la Côte d'Ivoire où s'achèvent ce week-end les 8e Jeux de la francophonie, mélange de sport et de performances artistiques en tout genre. Ziad Limam, c'est une vitrine importante pour la Côte d'Ivoire et bien sûr pour le français dans le monde. Alors dans le pré-débat avec Marc Semo, on n'était pas du tout d'accord, donc je laisserai Marc passer aussi du côté sombre de l'histoire. Non, je pense que d'abord pour la Côte d'Ivoire, c'était important dans un contexte historique depuis la crise électorale 2010-2011, les divisions, les difficultés, etc. C'était important de pouvoir organiser ces Jeux, de les monter, de les faire dans une ambiance, certes, c'est pas l'enthousiasme débordant, mais les Jeux de la francophonie n'ont jamais provoqué un enthousiasme débordant. Ils étaient à Nice il y a 4 ans, c'était pas l'enthousiasme. C'est un concept effectivement un petit peu compliqué, mais je pense que du point de vue de la Côte d'Ivoire, c'était une affaire nationale importante. Et pour y avoir été, pour avoir vu le début, c'était bien fichu, ça roulait, les gens étaient contents, etc. La deuxième chose, c'est que c'est aussi la Côte d'Ivoire. Donc on peut parler 5 minutes de ce qui s'y passe. Parce que ça arrive dans un contexte qui n'est pas anodin. Bien sûr, il y a eu la veille ou l'avant-veille des coups de feu dans une caserne, tentative de dérober des armes par des hommes encagoulés. Donc on est dans une séquence ivoirienne complexe où il y a des problèmes sécuritaires qui sont liés eux aussi, encore une fois, à une espèce d'héritage de 2010-2011, avec des armes en circulation, avec des groupes paramilitaires ou militaires, ou encore différents, démobilisés, etc., qui chacun essaye de jouer leur carte. Et puis on est dans un contexte où le débat se positionne déjà sur la transition de sur l'échéance de 2020. À laquelle Alassane Ouattara n'est pas candidat, officiellement du moins. Il a dit qu'il ne le serait pas, mais c'est son choix. Il a la possibilité de le faire, mais c'est son choix pour le moment. Mais ce qu'on voit, c'est quand même effectivement une organisation du débat politique autour de 2020, etc. Alors, ce que tout le monde souhaite par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que ce débat se passe le plus politiquement et le plus raisonnablement possible, qu'il y a une élection dans 3 ans et qu'elle se prépare lentement, qu'elle ait lieu, et que pour la première fois, parce que ça aussi, on s'en rend compte là-bas, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne, il y ait une passation. Ce qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, Houphouët est mort de sa belle mort, donc il n'a pas pu transmettre. Bédier est tombé dans un coup d'État. Le général Gueye, on connaît son triste sort. Laurent Gbagbo est parti sans transmettre. Oui. Donc on aimerait vraiment que pour ce pays, qui a quand même fait un énorme chemin depuis 7-8 ans, il y ait quelque chose de fort, de symbolique comme ça. Mais bon, on verra comment les choses évoluent. C'est une bonne nouvelle, Marc Semo, pour la Côte d'Ivoire, ce qu'on a pu voir cette semaine, où ça montre qu'on est seulement au milieu du gué et qu'il faut encore rassurer l'opinion publique internationale. Encore rassurer l'opinion publique internationale, et effectivement, il y a l'espoir de cette transition, mais le problème est, là je reprends un article qui était sorti sur Le Monde Afrique, c'est à quoi servent les Jeux de la francophonie. C'est quand même un peu ça le problème, c'est un peu, disons, faire du Minitel à l'époque de la toile mondiale. On est, pourquoi ce cadre, en plus c'est des jeux assez bizarres. Et bien les jeux du Commonwealth. Voilà, il y a un mélange. Mais le Commonwealth aussi. Oui, voilà, mais qui ne passionne pas les foules hors de la Grande-Bretagne encore. Et on s'aperçoit, disons, que les jeux de la francophonie, c'est un peu pareil. En plus, il y a ce mélange entre jeux, une espèce d'Eurovision, là aussi, qui est Minitel à l'époque de la toile mondiale. Et voilà, donc c'était un peu ce qui m'a frappé, justement, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de ces jeux et que finalement, la plupart, que ce soit dans Le Monde Afrique, que ce soit dans d'autres médias, dans Slate, etc., la question qui se pose est quand même, qui est posée c'est celle de à quoi ça sert. Non, mais, et la francophonie, en revanche, est une institution très utile. Oui. La question, c'est celle de ces jeux. Que le format soit éventuellement... Non, moi, je ne suis pas un fanat des jeux de la francophonie, en soi. Mais là, je pense, Marc a introduit dans la fin de sa phrase. Moi, je ne suis pas contre qu'on mélange le sport, les compétitions de marionnettes, de lutte, tout ça, ça ne me dérange pas. Mais le point essentiel, et dans ce plateau, en tout cas, moi, j'ai toujours eu l'impression de prêcher dans le désert, c'est de rappeler à la France qu'elle a un univers à sa disposition qui est le monde francophone, qui est quand même qui est quand même pas si négligeable que ça, 700 millions, 600 millions, combien parlent vraiment, combien écrivent vraiment. Et puis que le premier pays francophone au monde, c'est pas la France. Et que nous avons une carte qui nous permet quand même, en France, d'avoir une influence mondiale par cette langue, par le fait qu'on a ces pays qui sont nos cousins d'une certaine manière, et que malheureusement, on l'a laissé un petit peu cette chose dériver
aller dans des... Moi, je ne connais pas ces jeux, mais je vais m'y intéresser de près. Là, vous m'avez donné envie. C'est une vraie discussion. Et bon, j'imagine que c'est l'occasion de parler de la Côte d'Ivoire. Je voulais une interview dans Jeune Afrique du fils de Gbagbo. Qui disait que la réconciliation était encore... Voilà, absolument. Il parlait de la situation politique. Après, il était très critique sur les jeux, mais j'imagine que c'était un prétexte. Donc... Une ou deux illustrations, ça va être la fin de cette émission. Alors, un dessin des dessinateurs du Burkina Faso. Alors, on voit les Jeux de la francophonie à Nice 2013. Donc, il m'expliquait quand il a envoyé ces dessins, voilà, il y a certains sportifs, athlètes africains qui étaient restés en France quand ils s'étaient déroulés à Nice. Donc, il y a un sportif ivoirien qui dit « Je fuis la misère ». Alors, la question, c'était de savoir si pour les Jeux Olympiques en 2017, voilà, les sportifs français allaient dire moi j'ai fui le fisc. C'est ce qui s'appelle un problème de riche. Voilà. Merci beaucoup Isis. Terminé. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces derniers une semaine dans le monde de l'été. On va marquer une coupure. On va se retrouver fin août. Merci beaucoup à Isis Ascoberreta, à Sarah Daniel, à Ziad Limam et à Marc Semo de m'avoir accompagné pour cette dernière émission avant une coupure de 2-3 semaines. Restez avec nous. L'actualité continue sur France 24.